comme pour les précédents, 5 minutes d'abord. Il aura 10 minutes. Je lève la main 30 secondes avant la fin du temps qui vous est imparti. Vous avez le droit à une feuille A4 maximum pour... voilà. Bon, comment je fais tout ça? Messieurs du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de commencer par la définition des termes du sujet. Est-il nul de rire avec des inconnus? 3 mots sont importants dans cette phrase. L'adjectif nul, le verbe rire, le substantif inconnu. Commençons, si vous le voulez bien, par la définition du verbe rire. Rire, tout le monde sait ce que c'est. Biologiquement, il s'agit de solliciter ses muscles zygomatiques pour exprimer une sensation de gaieté. Rire est le propre de l'homme, disait déjà Rabelais. Le rire se rapporte à l'humour. L'humour, c'est l'art de rire. Tout le monde ne le possède pas. Moi, par exemple, j'en suis totalement dépourvu. Si, comme le disaient des proges, le rire vient à l'homme comme le poil vient au pubis, je devrais être un verbe. Mais une fois qu'on a dit ça sur le rire, on n'a pas tout dit. Le rire, ce n'est pas que cela. Le rire peut être dévoyé, peut être détourné de son objectif. Le rire peut devenir une arme. Pour se figurer la chose, il suffit de se remémorer certaines caricatures injurieuses, dégradantes, qui avaient pour sujet, qui avaient pour objet des personnes de confession juive et qui ont été largement diffusées en Europe de l'Est pendant les pogroms et dans l'Allemagne d'Hitler. Rire, c'est se réjouir du préjudice, mais avec bonne conscience, disait Nietzsche. Quoi de plus agréable que de rire aux dépens de son adversaire, écrivait Sophocle. Très bien, ça c'est le rire. Nul, inconnu. Quand on prononce ces 2 mots dans la même phrase, on pense immédiatement aux 2 groupes d'humoristes que sont les nuls et que sont les inconnus. 2 groupes d'humoristes qui ont été plus ou moins pessimistes en choisissant leur nom de scène. Seulement, si on analyse un petit peu le sujet, est-il nul de rire avec des inconnus? On s'aperçoit que nul ne prend pas de S, et nul s'écrit avec un N minuscule. Cela ne désigne donc pas le groupe d'humoristes, les nuls. Ça se rapporte à l'adjectif nul, qui lui-même peut avoir 3 significations. La première, qui n'existe pas. La seconde, la deuxième, pardonnez-moi, qui est dépourvue de mérite, dépourvue de valeur. La troisième, nous la connaissons mieux, c'est la nullité juridique. Nul qui n'a pas d'existence sur le plan juridique. Ça c'est clair. Ce qui est moins, c'est la signification du mot inconnu. J'ai un problème. J'ai 2 avis qui divergent. Et divergent, ça fait beaucoup. Mon premier avis, inconnu, prend une majuscule. Ça doit donc désigner le groupe d'humoristes. Mon deuxième avis, inconnu, peut aussi désigner une personne dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas les caractères. Certes, la lettre du sujet suggère qu'il s'agit plutôt des inconnus en tant que groupe d'humoristes, puisqu'il y a la majuscule pour nous le rappeler. Cependant, je n'ose pas croire que l'esprit du sujet puisse être celui-ci, puisque mettre dans la même phrase les inconnus, ce groupe si populaire d'humoristes, et l'adjectif péjoratif nul, ça me semble inconciliable, ça me semble presque antinomique. Or, nous juristes, que faisons-nous lorsqu'il y a une contradiction entre la lettre et l'esprit d'un texte? Nous avons recours à l'interprétation téléologique pour faire prévaloir l'esprit sur la lettre. C'est ce que je prétends faire. Mais pour commencer, par acquis de conscience, excusez-moi, je traiterai le sujet sous l'angle d'une interprétation littérale, c'est-à-dire en considérant que les inconnus sont un groupe d'humoristes. Ensuite, je traiterai le sujet suivant une interprétation téléologique en considérant que les inconnus sont un groupe de personnes dont on ne connaît pas l'identité. Mais pour connaître la teneur de mes arguments, je vous laisse patienter 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse en l'excellente compagnie de mon éminent contradicteur. Mesdames, Messieurs les membres du public,
messieurs les membres du jury, l'éloquence est le jeu de l'impertinence maîtrisée, où deux bretteurs à la langue effilée et au verbe acéré s'affrontent pour emporter le rire d'anonyme. Mesdames et messieurs les membres du jury, et cher public, en partant du postulat que nous ne sommes pas encore les confidents les uns des autres, si vous êtes aujourd'hui dans cette salle, venus nous écouter, nous, praticiens de la langue française, mais simples inconnus encore hier, vous esclaffer, rire de nos jeux de mots ou de nos erreurs, c'est que vous êtes forcément d'accord avec moi. Il n'est pas nul de rire avec des inconnus. Pour asseoir mon propos, je veux vous conter une anecdote réelle. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé faire un voyage, disons, culturel en Pologne. J'y ai rencontré moult autochtones et régulièrement fini à moitié nu, chantant, riant, me bidonnant, avec des inconnus, ma foi, fort sympathiques. Qu'en déduire? Eh bien, que tout d'abord, le rire est bien la première activité de partage de l'espèce humaine. Il fait tomber les murailles de Jéricho, il les réunit, et sans doute la vodka aussi un peu, mais c'est comme le whisky, on en prendra juste un doigt pour éviter de finir torchon, chiffon, carpette. Il n'est donc pas nul de quitter sa zone de confort. Au contraire même, le rire est universel. Le rire est libérateur. Le rire est une arme de l'altruisme là où le sérieux excessif est une barrière inutile entre les peuples. Certes, on rit bien souvent en se moquant d'un tiers, mais un tiers cesse de l'autre à partir du moment où on fait un pas vers lui, ou lui un pas vers nous, et vient rire. Il cesse d'être inconnu et vient s'asseoir à la grande table du genre humain pour faire bombance autour d'une bonne galinette cendrée et de gencives de porc. Saint-Exupéry disait « Seul l'inconnu épouvante les hommes, mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. » Et Baudelaire de surenchérir « Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. » Oui, mesdames et messieurs, vive l'inconnu, vive les inconnus. Sortez de la routine, allez vers les autres. Partez avec ceux que vous connaissez, ou seuls. Partez faire des rencontres. Et on me demande d'ailleurs souvent, c'est une bonne situation ça, voyageur? Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres avec des inconnus. J'entends bien les arguments de mon contradicteur, et je ne peux m'empêcher de m'attrister de la douce aliénation dont il se fait le héros. Brave hobbit, sans doute adepte des vestes en rond de cuir, qui se gargarise de ses bons mots devant sa cheminée, entouré de proches et de fidèles, dans la facilité des habitudes, des rites, des traditions, cadre dans lequel tout se norme, se communautarise et bride les individus. Permettez-moi de vous affirmer qu'il a tort. On ne rit jamais mieux que d'anecdotes et d'histoires glanées sur les routes. Les péripéties qui font d'abord bondir d'adrénaline, puis font s'esclaffer les convives autour d'une table, où des inconnus vont et viennent, curieux de cet étranger, au sourire avenant et à l'œil rieur, qui a franchi le seuil de sa maison, a pris son bâton de pèlerin et s'est lancé sur les routes, prêt à découvrir le monde pour venir à leur rencontre. Quand on revient, le voyage a fait son œuvre. C'est changé que l'on se présente aux siens. Nous sommes devenus partiellement inconnus. En est-on pour autant devenus nuls? Car non, on ne rentre jamais brocouille d'une épopée. Maintenant, peut-on rire de tout et avec n'importe qui? Bien entendu que non. Si le principe du rire n'est pas discutable, son application varie. D'ailleurs, le rire comme le voyage ne sont pas exempts de risques. Je vous déconseillerais a fortiori de faire des remarques inconsidérées sur le potentiel érotique des homènes, ces résistants à la doxa sociale totalitaire et au torse poilu. Comme il serait malvenu de demander à un partisan du mariage unisexe sur quel membre de son compagnon il compte lui enfiler la bague. Cependant, combien de blagues commencent par un prêtre, un rabbin et un imam? Suffisamment, je n'en doute pas, pour prouver que le rire est fédérateur. Voyager, c'est aussi être infidèle. Mais il faut l'être, et sans remords. Il faut savoir oublier ses amis avec des inconnus. L'espace d'une parenthèse, d'une escapade, d'une fugue, s'oublier en allant à la rencontre d'autrui, pour mieux se redécouvrir. D'ailleurs, faites-y ce qui bon vous semble, car hormis les souvenirs que l'on choisit de raconter, cela ne nous regarde pas.
N'oubliez cependant pas qu'aller à la rencontre des inconnus ne doit pas être une fin en soi, sinon s'ouvre le risque de tomber dans la fuite permanente et finir par vous mentir à vous-même. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. Ah. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Malheureux celui qui, comme Sartre, pense que l'enfer, c'est les autres. À lui, à eux, j'ai envie de dire, meurs, mourrez, pourriture communiste. Oui, mourrez, mais une mort métaphysique qui vous débarrassera de vos préjugés sur l'inconnu, sur l'autre, sur celui qui n'est étranger que dans votre esprit. Cet étranger qui n'est qu'un ami que vous ne connaissez pas encore. Ce ne sera que pour mieux renaître et venir prendre place dans la cité, où une place à côté d'Isabelle qui a les yeux bleus vous attend, et ensemble, oui, ensemble, vous, moi et tous les autres inconnus de cette salle, nous irons danser la carioca. Messieurs du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout d'abord, j'aimerais féliciter mon contradicteur. Bravo. Vous entendez, vous désapprouvez des arguments que je n'ai pas encore énoncés. C'est très fort. Mais revenons-en à mon propos. Je décompose le sujet en un sujet que j'interprète de façon littérale, en un sujet que j'interprète de façon téléologique. Le sujet littéral. Est-il nul de rire avec des inconnus, au sens des inconnus en tant que groupe d'humoristes? Revenons-en au sens du mot nul. 3 significations. La première, qui n'existe pas. On peut tout de suite l'évincer. Qui n'existe pas, rapporté à notre sujet, signifierait que rire avec des inconnus, ça n'existe pas, c'est impossible. Or, au moins une personne dans cette salle a déjà ri d'un sketch des inconnus. Moi-même, la semaine dernière, j'ai assisté à l'avant-première de leur nouveau film. J'ai ri un peu. Les 2 autres significations. Nul signifie qui est dépourvu de mérite, de valeur. J'affirme que oui, il n'y a aucun mérite à rire un sketch des inconnus. Ils maîtrisent tellement bien l'humour, leurs blagues sont tellement affûtées, pas besoin d'être bon public, tout le monde rit de cela. En revanche, celui qui esquisse un sourire devant l'adaptation américaine du dîner de cons, bravo, là, il a du mérite. Dans notre cas, absolument pas. Autre signification du mot nul, qui n'a pas d'effet sur le plan juridique. Là, je sens que toute votre attention, ça peut servir pour les participants. La nullité peut être abordée sur le plan de ses effets, sur le plan de ses causes. Sur le plan de ses effets, un acte qui est nul, c'est un acte qui n'a aucun effet sur le plan juridique. Est-ce que, d'après vous, rire avec des inconnus, ça a un effet sur le plan juridique? Quand vous achetez votre billet pour aller les voir au théâtre ou au cinéma, d'accord, ça a des effets sur le plan juridique. C'est un acte de vente. Seulement à partir du moment où vous avez acheté la place et où vous vous asseyez, vous fixez l'écran, que vous riez ou non, c'est la même chose. Si tu parais le même, les conséquences sont les mêmes, il n'y en aura aucune. Du point de vue des causes, les causes d'une nullité juridique peuvent être une irrégularité de forme ou une irrégularité de fond. Analysons notre proposition pour voir s'il y a une irrégularité de forme ou de fond. Rire avec des inconnus. Ce n'est pas la même chose que rire avec les inconnus. Cela suppose que pour rire avec des inconnus, ils peuvent être 2 et pas 3. 2 inconnus sur 3. Si je ne m'abuse, ils ne sont pas au complet. On ne peut pas parler des inconnus. Il manque une condition essentielle. On peut donc sanctionner cela par une nullité. On pourrait me répondre que cette nullité est complètement farfelue, que je la sors du chapeau. Pas de nullité sans texte. D'accord? Mais c'est oublier les nullités virtuelles, qui elles existent. Encore une raison de plus de penser que oui, il est nul de rire avec des inconnus. Maintenant, au sens téléologique. Les inconnus, ce sont les personnes dont on ne connaît pas l'identité, les personnes dont on ne connaît pas les caractères. Souvenons-nous de la définition que j'ai donnée tout à l'heure du rire. Le rire peut être dévoyé, détourné de sa finalité. Le rire peut devenir une arme entre les mains de personnes mal intentionnées qui comptent avilir, détruire l'honneur de leurs adversaires. Or, comme le disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Quand vous vous adressez à un inconnu, comment faites-vous pour savoir si ce n'est pas tout le monde,
si ce n'est pas ce tout le monde, au sens de celui qui utilise l'humour comme une arme pour détruire son adversaire. Par exemple, quand vous riez à une blague sur les Juifs, comment savoir si l'auteur de cette plaisanterie n'est pas lui-même antisémite, s'il n'est pas en train de vous utiliser, de vous prendre à partie? Vous êtes son public, vous êtes caution de cette plaisanterie. On peut le désapprouver. Un argument supplémentaire, afin d'affirmer qu'il est nul de rire avec des inconnus au sens de personnes indéterminées, ça concerne l'enfance. Nos mamans ne nous ont-elles pas appris qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas jouer, et a fortiori qu'il ne faut pas rire avec des inconnus? C'est la norme suprême pour un enfant, sa maman. Ça n'est pas la Constitution, ça n'est pas le règlement, ce n'est pas la jurisprudence. Nemo auditour, d'accord, mais l'enfant de 5 ans, je pense que l'article 11 de la Constitution, il s'en contrefiche. Cet argument final me donne assez confiance en moi, me fait penser que je vous ai convaincu. C'est la raison pour laquelle, comme l'aurait dit Pascal Légitimus, je m'en vais comme un prince. Avant de répondre aux questions, monsieur le jury, je reprécise, vous devez poser une question simplement à un des autres candidats et pas aux deux en même temps qui ne se répondront pas entre eux. Dommage. Bien, moi je m'adresserai à vous. Juridiquement, peut-on se moquer en France des religions? Je pense que tout dépend de la manière dont on se moque de ces religions. D'après mes souvenirs, la question s'est déjà posée à l'occasion de l'affaire si célèbre des caricatures de Mahomet. Nous recevions à la faculté, il y a 2 ans de ça, maître Richard Malka, qui a défendu Charlie Hebdo à l'occasion de ce procès. La question qui s'est posée en tant que juriste, en tant que défenseur des intérêts de Charlie Hebdo, c'était de savoir si les caricatures qui représentaient le prophète étaient ou non injurieuses. Elle est là la limite, l'injure. À partir du moment où on n'enfreint pas cette limite, je pense que dans une démocratie, on peut valablement utiliser l'humour, le cynisme, pour critiquer une dérive qu'on juge néfaste. Donc oui, on peut se moquer des religions. Et est-ce qu'il y a eu, alors, dans l'histoire du droit, un délit de blasphème ou un crime de blasphème? Il a existé. Vous m'avez posé la question au présent. Oui, il a existé un délit de blasphème, bien entendu. D'accord. Mais mon autre question, c'est pour monsieur. Est-ce qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer? Autant on emporte le vent, que je vous répondrai qu'il faut en effet savoir, comme je l'ai dit, mesurer le temps du rire, le temps du débat, mais aussi le temps de la compréhension de l'autre. Et c'est sur la compréhension de l'autre, de l'inconnu, qu'il faut adapter son comportement, tout en étant dans une perspective le plus possiblement optimiste et joyeuse. Monsieur de Gubernatis, vous nous avez fait part de votre point de vue sur le rire et sur le fait de rire avec des inconnus. Et cela m'a rappelé l'un des sketchs des inconnus que vous n'avez pas cité. Et j'ai été surpris de ne pas le voir cité. Parce qu'après tout, on aurait pu dire aussi que grâce à ce sujet, vous aurez pu découvrir une nouvelle liberté de penser vers un nouvel âge réminiscent que vous ne nous avez pas présenté ici. Rire de tout et rire de tout avec des inconnus, j'allais dire, c'est presque une contradiction dans les termes. Est-ce qu'on peut rire de tout et est-ce qu'on peut rire avec des inconnus? Rire, mais est-il nul de rire? Nul de rire, mais en premier de quoi? De qui? Avec qui? Avec des inconnus? Pourquoi pas avec les inconnus? Après tout, dans la façon dont vous avez traité le sujet, ne pensez-vous pas d'une certaine manière insulter le jury Démosthène en disant finalement ils avaient mal rédigé le sujet? Parce qu'après tout, si c'était bien l'interprétation que vous aviez faite du sujet, le sujet aurait dû être noté comme est-il nul de rire avec les inconnus? Ou de rire aux inconnus? C'est comme ça que ce sujet aurait dû être formulé. Pourquoi l'avoir pris ainsi? Vous avez une vision bien large de l'injure. S'il suffisait de reformuler un sujet pour pouvoir injurier quelqu'un, je pense que les prisons françaises seraient encore plus pleines qu'elles ne le sont actuellement. Seulement, j'ai pris la liberté de reformuler le sujet de la façon suivante, parce que, comme il ne vous a certainement pas échappé, je défendais le pour. Ma situation était très délicate, donc j'ai dû restreindre la proposition des inconnus à des inconnus. Je pense que s'ils avaient voulu parler des inconnus en tant que troupe
d'humoristes, ils auraient dit les inconnus. Certes, la majuscule est là pour nous le signaler, mais s'il y a une faille dans le sujet, pourquoi me reprocher de l'exploiter? Je suis là pour ça. Quant à vous, monsieur Delamarre, est inutile de rire. De rire. Alors, quand on entend rire, on entend beaucoup de choses. Il y a rire, il y a sourire, il y a aussi pourrir. Et rire, j'entends aussi fou rire. Fou rire comme les manteaux des fous rires. Pensez-vous que pour rire, notamment avec des inconnus, il faut porter des manteaux des fous rires et éventuellement de la peinture? Le rire étant une action, je pense qu'il se prête au jeu avec tous les accessoires. Et les manteaux de fou rire sont bien entendu les premiers concernés. Je citerai aussi le doigt de whisky ou non. Je vous laisse seul juge, comme je l'ai déjà utilisé dans la pub. Merci. À l'un puis à l'autre, vous arrive-t-il de rire avec des inconnus? Peut-être trop souvent. J'aurais du mal à formuler une réponse différente. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Est-ce que j'ai raison de le faire? Je ne sais pas. Ça m'arrive. Quelle est la distinction que vous faites entre rire et sourire? Le sourire est l'initiative qui débute le processus du rire. Quand on décroche un sourire, que ce soit celui d'une jolie fille à qui on offre un verre, ou celui d'un membre du jury qu'on essaye de séduire par des propos, on est forcément heureux. Si le sourire se transmue en rire, alors on a réussi, on a atteint notre objectif, et on espère que ce sera monter une marche pour ensuite franchir la suivante. Pour reprendre son idée, oui, je pense que le rire, ou plutôt le sourire est au rire, ce que les préliminaires sont au sexe. On commence par sourire, on n'émet aucun son. Ensuite, quand on rit, c'est à gorge déployée, c'est sonore. Plus d'émotion. Je vous laisse le dire. Je vous vois assez prétentieux. Je ne parlais pas de mon expérience personnelle. Elle est plus déplorable. Le public féminin est là pour nous faire rire. Dernière question, comme à vos collègues de tout à l'heure, vers quelle destinée vous vous orientez sur le plan professionnel? Où est le piège? Personnellement, j'aimerais être avocat. Je suis inscrit à l'école des avocats depuis 7 ans. L'école du rire, donc. J'ai pu constater. Vous y enseignez? Pas encore. En ce qui me concerne, l'amour du verbe me porte plutôt vers l'analyse constitutionnelle, en premier lieu. Et dans un second temps, j'aimerais me frotter au jeu et la common law, à travers le droit international pénal. C'était drôle. Merci beaucoup. Merci.